Alors, cher Jean-Louis, nous sommes donc à la fin du confinement. Nous sommes à ce moment un peu de transitoire où après quasiment 2 mois d'immobilisation d'une partie importante de la planète, nous allons reprendre, bien que ça ne veut pas dire qu'on est arrêté, mais on a été au moins immobilisé physiquement. J'aimerais savoir en tant que designer, ce que ça te voilà, quels ont été les moments, je dirais, d'évolution dans ta pensée qui ont pu exister pendant ces 2 mois? Et en quoi tu penses que le design est à redéfinir peut-être d'une certaine manière? Et en quoi tu penses que la société va être modifiée par ce moment? Ah, c'est des questions complexes. Alors, la première réaction, comme tout le monde, ça a été une sorte de sidération sur un arrêt comme ça brutal de la vie des gens dans les rues, enfin, quelque chose qui dépasse un peu l'entendement et qu'on a du mal à comprendre. Et très vite, je me suis senti très mal à ne rien faire. Donc la première chose que j'ai fait, c'est avec Facebook, j'ai écrit à tous les gens qui étaient, enfin que j'aimais bien ou qui étaient mes amis sur Facebook, mais voilà, j'ai écrit à 200 personnes pour leur demander s'ils allaient bien et si tout était bien pour eux. Et il y en a qui m'ont répondu que c'était malade à l'hôpital. Bon, donc ça m'a permis de dialoguer avec eux, etc. Et puis ensuite, on a beaucoup téléphoné à des gens, etc. Et il y a eu une forme d'émergence ah, mais c'est quelque chose de très grave, c'est la répétition de la crise du climat, c'est ceci, c'est cela, etc. Et on s'est dit, mais que de promesses, que de résolutions, que d'idées, que d'envies. Et comme ça est née l'idée d'un site qui s'appelle Idées pour demain, qu'on a réalisé avec Angelo, mon associé, qui est de dites ce que vous pensez, dites ce que ça vous inspire comme volonté d'action. Et puis dans un an, on va vous le renvoyer, parce qu'il ne s'agit pas d'être dans l'urgence et d'avoir des idées. On a tous été un peu sidérés avec voilà, cette espèce de monde d'après qui est devenu un mot vide de C'est un sens. peu le même principe que ces interviews, puisque on va vous réinterroger à l'automne. D'accord. Et donc, on a décidé de le faire en 4 langues. Donc en italien, Angelo est italien, en espagnol, en portugais et en français. J'ai essayé de le faire en allemand avec un ami, mais bon, il a pas réagi. Ce qui est intéressant, bon, bien sûr, on n'a pas eu le même nombre de réponses entre les Français, les Italiens, etc. Mais euh, il y a des réponses très individuelles, des réponses très collectives. Nos amis italiens ont une projection complètement différente de la nôtre, beaucoup plus altruiste, je trouve. Les Portugais n'ont pas l'habitude qu'on leur demande des pensées profondes, donc il y a une espèce de pudeur à répondre, c'est très Mhm. étonnant. Et les Espagnols, on n'avait pas les bons contacts pour créer le... Bon, bref. Mais c'est très, très étonnant. Il y a plein de choses qui vont dans le même sens. Euh, c'est soi et nous, quoi. C'est vraiment articulé. Et on sent que les deux pourraient se combiner, mais on sent aussi qu'on est dans une société très individuelle et très centrée sur l'individu, où les priorités, enfin les histoires humanistes qu'on a appris à l'école sont totalement bouleversées. Avant, la communauté était le centre de tout. Aujourd'hui, c'est vraiment l'individu et je pense que entre le oui et le mi, hein, pour prendre le discours de Cassius Clay à Harvard, c'est-à-dire entre le moi et le nous, il y a vraiment un chemin à recréer que certains appellent le commun, qui est dans le mot communauté, que d'autres appellent l'être ensemble, que des troisièmes appellent habiter le monde. Ça, finalement, ça pose plus de questions que ça donne de réponses, mais c'est ce qui est intéressant. C'est la question de comment on vit ensemble, comment on habite le monde, et même de l'habitabilité du monde, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait euh, pour que ça réussisse. Mais en fait, le troisième temps, après ce travail un peu conceptuel et qui nous a beaucoup plu,
que des gens ont compris, puis alors il y en a d'autres qui n'ont pas du tout compris. Tu nous as envoyé un questionnaire, j'ai rien compris. C'était très simple, hein. On est passé à l'action. J'ai retrouvé un très vieux copain d'archi et on a décidé de faire des petites architectures mobiles pour essayer d'aider les restaurants à répartir les couverts pour arriver à survivre. Parce que c'est pas que je suis un fan absolu des restaurants, j'aime bien manger comme tout le monde, mais pour moi, les restaurants, les commerces, les magasins, les boutiques font partie de ces choses qu'on ne voit plus, mais qui font les villes, qui font la beauté des villes, qui font qu'il y a des lieux qui sont aimables et qu'il y a des lieux qui ne sont pas aimables. Et ces petites choses m'intéressent, à tel point que dans les réponses, on est très modeste, puisqu'on reprend les codes parisiens pour Paris, ou lyonnais, ou dans le sud de la France, ou balnéaire pour la côte atlantique. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire une espèce de chef-d'œuvre, mais s'insérer dans la normalité. Voilà. Puisqu'on a une période extraordinaire, il ne s'agit pas de faire des prothèses, mais au contraire d'essayer bon. Donc ça, en 3 semaines, on a fait donc, ces petites architectures qui sont mobiles, qui prennent la place des automobiles. C'est aussi une manière de réaménager les villes, de manière transitoire, tactique, disent certains élus. Et le projet avance, on parle même de créer une société. On a fait un projet qui m'intéresse sur les interactions tactiles, un projet pour des amis, Faber Novel, qui voulaient faire un groupe de réflexion. Donc, comment on va, puisqu'on peut plus se toucher, comment on va se toucher, comment on va créer des relations. Mon métier, c'est les interactions avec les doigts. Les interactions digitales au sens français du terme. Et donc, on s'est amusé à pointer ce qu'on perdait. C'est un peu critique, c'est un peu même sinistre. Des gants avec des pics, des mâts sur lesquels on rajoute des sourires pour dire qu'on est heureux, ou des doigtiers sur lesquels on enlève le papier pour pouvoir toucher sans salir. Enfin, voilà. Ces petites choses, toucher, se regarder, ces choses importantes, les revaloriser quelque part. Et puis, très classiquement, on s'est dit, il y a un nouvel objet urbain qui doit apparaître, des distributeurs de gel. Donc, il faut un objet nouveau dans la ville. Il y en a déjà beaucoup. Une fontaine Wallace du soin sanitaire. Et on a tenté de le fabriquer avec un entrepreneur. Mais on a vraiment fait plus des projets un peu... Oui, un peu dadaïste presque, hein. Oui, oui, ou de réflexion ou de questionnement, que essayer de trouver faire du problem solving qui pour moi n'est pas design. On a autant de questions à se poser sans être dans la caricature du monde d'après, répétition de la crise du climat. Je suis convaincu avec ça, mais on en fait des mots valises qui sont vides de sens. Je crois qu'il y a plus de doutes et de questionnements que de réponses. On ne sait pas où on va, et certains hommes politiques ont dit je ne sais pas, et je trouve ça très bien. Par contre, il faut se poser des questions, puis après travailler pour essayer d'y répondre. Et donc le design, dans ce cas-là, est une sorte d'objet qui provoque et qui provoque peut-être le questionnement, provoque peut-être la discussion, provoque... C'est un des thèmes sur lequel j'ai beaucoup travaillé, cette notion de prototypage, non pas pour être réalisé, mais pour ouvrir la discussion, en fait. Tout à fait. De toute façon, on sait que pour changer les hommes, il faut soit les faire rêver, comme disait Einstein, soit leur montrer. Dans l'école qui m'a formé, l'ENSI, la question du que faire est aussi importante que la question du quoi faire. Et généralement, l'une est le préalable de l'autre. Sinon, on est dans la réponse à des problèmes bêtes, et on a des objets qui sont des prothèses et pas des produits au sens le plus large possible. Donc, par le design, le projet, des réponses, des exemples, ouvrir des questions, créer des symboles, ou des choses dont on peut se saisir, je crois que c'est un des rôles du design qui est par essence le projet de design. Il est pédagogique, il est maïeutique. Donc, le changement des mentalités sans manipulation des foules, mais l'ouverture d'esprit fait partie de l'acte du design. Faire un pont ou traverser la rivière. Comment traverser la rivière est tout aussi important comme question que de dire on va faire un pont. La réponse, ça peut être, mais on ne traverse pas la rivière parce qu'il y a d'autres moyens, etc. Donc, et le design, je crois, est intéressant pour la puissance publique ou pour les entreprises quand il prend une part de la question que doit-on produire.
et pas comment le faire. Bien sûr, le comment est important parce que quand on sépare les deux, ça peut être, en plus en France, penser c'est une chose et faire c'en est une autre. Ce qui est important, c'est de marier les deux. Donc, il faut être prudent quand on dit ça. Mais le design, pour être intéressant, il doit monter. Alors, les entreprises diraient dans la chaîne de valeur, les gens dans les écoles diraient dans les questionnements. Mais c'est la même chose en fait. Mais comme nous, on est dans les deux mondes, bon, il faut traduire. Je crois que c'est important, sinon il n'a pas d'intérêt. Mm. Surtout, Mm. Mm. Mais surtout. j'aimerais bien revenir sur ce je et ce nous, parce que je trouve que le design est bien aussi, d'une certaine manière, partagé entre ces deux. C'est-à-dire faire pour quelqu'un, faire de la mode, faire voilà, des objets qui sont très personnels, ou au contraire faire des objets qui, d'une certaine manière, permettent soit de relier, soit de partager, soit de faire collectivement, quoi. Alors, c'est très important et je crois que quand on est... certains produits arrivent à faire les deux. C'est-à-dire qu'on fait des produits pour des gens et ça devient des produits qui parlent de la société ou d'une manière de faire ou d'une culture. Alors bien évidemment, les objets de l'espace public, les objets de la ville sont des objets partagés. Les actions, notamment tentées par la SNCF pour gérer le confinement, sont magnifiques. Ces graphismes disposés dans les gares, enfin, je trouve ça absolument fantastique. La fontaine Wallace c'est un des objets qui est un des moteurs de ma pratique. La fontaine Wallace montre au monde quelque chose que l'on ne voit pas, un réseau d'eau potable. Si Paris est une ville hygiéniste, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas voir, parce que l'eau potable arrive chez les gens. Et donc, un banquier dit à Haussmann, mais je vais te mettre une fontaine et tout le monde va comprendre que tu as fait des réseaux invisibles. Et ça, c'est des objets de partage, c'est des objets de connaissance, c'est des objets symboliques qui montrent ce qu'on ne voit pas. C'est des objets qui sont très importants pour moi. Et qui disent beaucoup de la période numérique, mais qui sont des vieux objets du 19e siècle. Mais il y a des objets aussi comme l'Opinel, alors c'est pas très politiquement correct de parler de voiture, mais c'est quand même un objet qui me fascine. La Renault Twingo, inventée dans les années 90, cet petit objet automobile qui dit l'automobile c'est plus la puissance, c'est plus un statut, c'est une petite architecture sur roue, pratique, maligne, très française. C'est un objet qui parle aux gens qui l'ont acheté, parce qu'ils sont tous contents et heureux avec cette voiture-là. Mais c'est un objet qui dit d'une forme d'esprit français, Mm. un peu astucieux, avec un peu d'humour quand on en avait, et qui finalement est un objet qui crée du commun aussi, parce que tout le monde sourit en voyant des Twingo aujourd'hui. Maintenant qu'elle est vieille, on la regarde, ah, ça me rappelle ma jeunesse. Un peu pareil avec la 4L, pareil avec la Coccinelle en Allemagne, la Mini en Angleterre. Bon, il y a des objets individuels qui sont faits pour des gens qui créent des histoires. Alors, l'Opinel, c'est la même chose, hein, c'est un couteau de, de, de- d'ouvrier, pas Mm. cher, en bois. C'est pas le laguiole du berger un peu noble, c'est vraiment le petit objet ou le verre du Ralex des cantines, qui sont d'objets qui créent du commun, alors qu'au départ, ils sont faits pour des individus. Et j'aime bien aussi ces questions-là, c'est-à-dire la question d'objets génériques, une sorte no design, c'est du design qui ne se voit pas, mais qui, avec le temps, on a l'impression qu'ils ont toujours été là. Et on peut faire des objets nouveaux dont on a l'impression qu'ils ont toujours été là parce qu'ils répondent à des attentes, des choses comme ça. Mm. Mm. Ça m'intéresse. Ça, c'est le vrai design. Quand Pour on, moi, c'est le vrai design. J'aime ouais. pas l'ornement, j'aime pas les fausses raisons, les fausses bonnes raisons, mais ces objets aimables, utiles, mais en même temps toujours avec une petite symbolique en plus, parce qu'un objet n'est pas qu'utilité, enfin l'histoire nous le montre. Euh, et quand on n'a plus d'industrie, ces objets-là qui participent à la culture commune au même titre que les livres ou que le cinéma, ben, il y en a moins forcément. Hein, citer un objet français aujourd'hui qui fait un peu ce rôle-là, il y en a moins. En Allemagne, il y en a parce que l'Allemagne a encore une production industrielle très forte. Bon, alors ça intéresse personne, à part quelques designers, mais ces objets qui parlent de nous, qui nous racontent. Mais en même temps, c'est peut-être bon, dans ce sens de ramener l'industrie de nouveau dans la proximité, pour ne pas parler de pays, quoi. Cette idée de se dire on recrée va bien, il va bien s'agir de définir ce qui va être recréé dans cette proximité. Et je trouve que c'est très intéressant de se dire est-ce qu'on va faire le moins cher ou est-ce qu'on va commencer à faire du caractéristique? Est-ce qu'on va commencer, comment on arrive à allier invention et commun, justement, et force
force particulière. Je crois juste encore la grande force de l'industrie automobile, par exemple allemande, c'est que chaque marque est totalement connectée à une ville. Ils n'ont pas décentralisé, ou ils ont décentralisé sans décentraliser la marque elle-même. Alors que nous, on a des marques flottantes. Et je pense que ces réflexions-là sont vraiment à remettre au centre de notre profession aussi. Alors oui, pour Renault, c'est sûr que Renault est international et désincarné absolument. Peugeot, c'est encore Sochaux, c'est Mulhouse, c'est un centre important. Et je parlais ce matin avec un monsieur que j'ai croisé dans la rue qui avait 10 vieux vélos magnifiques garés dans Paris. Et je suis un fan de vélo. Euh, et il me disait, mais voyez, ce vélo-là, c'était Grenoble, ce vélo-là, c'était Montreuil, ce vélo-là, c'est Lyon. Ah, ça, c'est en Vendée, Gitane, etc. C'est-à-dire que chaque fabricant en France, Mm, il y a 50 ans, mm, chaque grande marque de vélo était liée à une ville. Mercier, Saint-Étienne, Hirondelle, Manufrance, Saint-Étienne, etc., etc. Et c'était localisé. Donc il y avait vraiment, les marques, c'était les régions. Et effectivement, l'automobile en Allemagne, c'est la même chose. Mais dans ce monde que l'on pourrait construire, la question, c'est pas de remplacer une voiture atmosphérique par une voiture électrique, parce que là, mm. on reproduit quelque part le même problème. C'est aussi, et je crois que nous, Europe, avec notre sophistication, notre histoire, le design, c'est un des plus messages peut-être les plus forts de mon bouquin. Le design, c'est une création européenne qui remonte de l'Italie, qui remonte tout doucement vers le nord, comme ça, l'Allemagne, la France, puis qui finit en Angleterre, qui fait la théorie, qui pose le nom. Et nous, Européens, on n'est pas la zone géographique la plus puissante du monde. On pense partout dans le monde, mais il y a une forme de culture, de sophistication, de raison qui devient, à mon sens, ou qui doit devenir significative dans la production contemporaine. C'est-à-dire qu'on regardera toujours ce que fait l'Europe à certaines réponses, mais parfois on n'a pas assez confiance en nous de notre propre valeur partagée Mm. entre Français, Allemands, Anglais, Belges, pays hanséatiques, Italiens. Il y a des choses qu'on partage qui peuvent devenir des éléments qui, sur des modèles, des manières de faire les villes ou de l'économie, avec des produits ou des systèmes, peuvent intéresser des Chinois qui se détournent un peu des Américains, donc qui regardent ailleurs. Ils attendent beaucoup de nous, il faut être à la hauteur. Dans tous les domaines, hein, la manière de faire des grands systèmes de transport propres, bien gérés, etc. Euh, je pense qu'on ne peut pas se contenter de faire ce qu'on sait faire ou de regarder ce que font les autres sans réfléchir, parce que les autres attendent quelque chose de nous de particulier. Hein, C'est une super conclusion, Jean-Luc. Je te remercie parce qu'on est parti sur 2 heures et c'est 15 minutes. J'arrête l'enregistrement.